Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Qualification mondiale Qatari, les 25 et 29 courants, 2 dates décisives pour les Lions de l'Atlas, date des matchs barrages contre la République démocratique du Congo. Coach Vaïd est optimiste, il se dit confiant en la capacité de l'équipe marocaine avec son actuel groupe d'atteindre l'objectif de la qualification. Maroc-Philippines, Rabat et Mani déterminés à intensifier leur coopération bilatérale. Mani a exprimé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Les Philippines qualifient aussi de bonne base le plan d'autonomie proposé par le Maroc et ouvrent officiellement leur ambassade à Rabat. Tardive certes, mais les récentes pluies et les chutes de neige qui ont intéressé plusieurs régions du royaume sont une aubaine pour les agriculteurs et les éleveurs. Nous le verrons ce soir au Moyen Atlas, plus précisément à Azro, où les professionnels misent beaucoup sur la filière fruitière. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, après sa sortie de l'hôpital. Dans ce message, le souverain implore le Tout-Puissant d'accorder prompt rétablissement au roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de lui accorder longue vie afin de poursuivre la conduite du peuple saoudien frère vers davantage de progrès et de prospérité. Qualification au mondial Qatari, les choses sérieuses commencent pour les Lions de l'Atlas. Bientôt, ils vont jouer 2 matchs décisifs face à la RDC, la République démocratique du Congo, dans le cadre des barrages. Ces 2 rencontres cruciales se sont invitées d'ailleurs au Conseil de gouvernement aujourd'hui. Dès l'ouverture des travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a exprimé le soutien de son cabinet à l'équipe nationale. Aziz Akhnouch a émis l'espoir de voir la sélection nationale composter le billet de sa 6e qualification à cette grand-messe footballistique mondiale, exprimant aussi sa confiance en cette jeune équipe qui a signé un bon parcours pendant la première phase de ces éliminatoires. Le coach national place aussi beaucoup d'espoir en cette jeune et belle et dynamique équipe nationale. Il a d'ailleurs exprimé cette matinée pendant la conférence de presse traditionnelle, pendant laquelle il a également présenté la liste des joueurs qui vont disputer ces 2 matchs très importants, matchs barrage pour les qualifications mondiales Qatari qui vont être joués les 25 et les 29 courants. Tout de suite, les précisions en compagnie de Boubkar Belghabret. Face à la presse, le sélectionneur national Wahid Halilovic s'est dit confiant en la capacité des Lions de l'Atlas d'atteindre leur objectif, la qualification à la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, avec l'appui de tous. C'est un moment pour être tous derrière cette équipe de Maroc. C'est un moment très important d'encourager cette équipe. Je sais, tout le monde, supporters, entend de nous cette qualification, ils sont tous derrière nous. Les gouvernements et premiers ministres vont me faire visiter lundi soir pour saluer, pour souhaiter bonne chance. Et bien sûr, notre premier supporter, c'est Sa Majesté qui sera aussi derrière nous 100%, et on est très fiers de ça. La tâche ne sera pas facile au stade des Martyrs de Kinshasa vendredi 25 mars. L'équipe s'envolera pour la RDC mardi prochain. Programme, ça veut dire on va rester là-bas lundi, mardi matin. Mardi matin, on a un petit entraînement parce que vous savez, c'est 2 matchs, c'est 2 matchs un petit peu différemment. Match à Kinshasa, on joue sur le terrain synthétique. À 16h, il y a de chaleur, il y a de humidité, il y a présente aussi le supporter de. Pour s'adapter, préparer, on aura là-bas deux entraînements. 2 entraînements sur le terrain synthétique pour s'habituer. C'est synthétique, c'est un petit peu différent, il faut s'habituer un petit peu. Wahid Halilovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour prendre part à cette double confrontation contre la République démocratique du Congo, avec l'arrivée du jeune Zelzouli du FC Barcelone. 3 gardiens, Yassine Bounou, Mounir El Kajaoui et Reda Tagnanti. Les arrières, Achraf Hakimi, Sofiane Lacouche, Adam Assina et un garçon nouveau, Yahya Atia Allah,
Il y a défenseurs, Javad Yamik, Sami Maé, Sofiane Chakla, Roman Seis et Naïf Agar. Milieu, on a 7 milieux. Sofiane Abrabat, Faisal Faj, Jabran, Imran Louza, Selim Amala, Azedi Unahi, Ilya Shahir. Attaquant, Mounir El Haddadi, Sofiane Boufal, Ryan Maé, Ayoub El Kabi, Youssef El Nesri, Tariq Tiswadi, et un nouveau garçon qui est là, Abdesamad El Zalzouli. Cette nouvelle génération aspire à une nouvelle participation à la phase finale de la Coupe du Monde, a précisé Wahid Halilovic. Le sélectionneur national reste très optimiste. Je suis très optimiste parce que je travaille avec les garçons, je connais ces mentalités comme ça. Le match aller se jouera le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa à 16h. Le retour est prévu le 29 mars au complexe sportif Mohamed V de Casablanca à 20h30. Le match retour, justement, se jouera donc à Casablanca le 29 courant, au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. La rencontre se déroulera dans un contexte de retour des supporters dans les gradins. Les Lions de l'Atlas auront besoin de soutien du public pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Jusqu'ici, plus de 12 000 tickets ont été déjà vendus. Annonce faite cette matinée par la Fédération royale marocaine de football. La fédération qui salue d'ailleurs ce très grand enthousiasme et rappelle que les mineurs seront interdits d'accès au complexe ou alors seulement s'ils sont accompagnés en application des règlements en vigueur. 70 personnes, dont 18 mineurs, interpellées suite aux actes de vandalisme qui ont suivi le match AS FAR Maghreb de Fès dimanche dernier au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Ces violents débordements ont fait, rappelons-le, 103 blessés dans les rangs des forces de l'ordre et 23 parmi les citoyens. Ils ont également causé des dégâts matériels à des véhicules, propriétés de l'État et de particuliers également. Plusieurs installations et des dépendances du stade ont été aussi endommagées, en plus des actes de vol et d'entrave à la circulation sur la voie publique, semant la panique générale et la peur parmi les citoyens et provoquant aussi un trouble à la sécurité et à l'ordre public. Dossier du Sahara marocain, les victoires diplomatiques s'enchaînent en faveur de la première cause nationale. Les Philippines ont exprimé aujourd'hui leur soutien ferme à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, tout en qualifiant, je cite, de bonne base le plan d'autonomie pour résoudre ce différend régional autour du Sahara marocain. Plus de précisions tout de suite en compagnie de Nisri El Hamdaoui. Rabat et Manille affichent leur volonté de dynamiser leur coopération sectorielle dans des domaines porteurs. Lors de la deuxième session des consultations politiques bilatérales, les deux parties se sont engagées à renforcer davantage le dialogue politique. Et de la politique, il a été question lors des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avec son homologue philippin. Le dossier du Sahara marocain a pesé de tout son poids dans les discussions des deux responsables. Sur le sujet du Sahara, nous sommes déterminés à défendre le principe de souveraineté et d'égalité des États inscrit dans la Charte des Nations Unies. Tous les États jouissent du droit à la souveraineté pleine et entière sur l'ensemble de leurs domaines de compétences. Le plan d'autonomie est une bonne base pour parvenir à une solution politique à ce conflit. Et pour renforcer le cadre juridique des relations politiques et de coopération, des accords ont été signés dans les domaines de l'aérien, de la diplomatie et de la presse. La deuxième session des consultations politiques Maroc-Philippines a été l'occasion d'échanger sur les défis régionaux et internationaux dans un contexte mondial particulier. Nos relations connaîtront un saut qualitatif après cette visite à différents niveaux.
Nous nous sommes mis d'accord sur un bon nombre de points. Concernant le domaine politique, il y avait un accord sur la lutte contre le séparatisme et l'appui à l'intégrité territoriale, en faveur duquel la communauté internationale doit se mobiliser. Aujourd'hui, le monde a besoin de pays forts qui préservent leur intégrité territoriale et leur souveraineté nationale. Les deux parties ont enfin convenu de la tenue prochainement de la première session de la commission mixte de coopération économique à Manille, à une date à fixer d'un commun accord. Et sachez que l'ambassade des Philippines a été inaugurée aujourd'hui à Rabat en présence du ministre philippin des Affaires étrangères Teodoro Locsinjier et de l'ambassadeur directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazour. L'ouverture de la représentation diplomatique des Philippines à Rabat permettra aux deux pays d'explorer des différentes opportunités pouvant intéresser les deux peuples, de mettre l'accent sur les domaines de coopération et de stimuler les échanges bilatéraux, y compris l'échange d'expertise et de savoir-faire. Intéressons-nous à présent au programme Força, un programme ambitieux et novateur au profit de tous les jeunes porteurs de projets qui sont âgés de plus de 18 ans. L'idée est en fait de les aider à se lancer dans le business tout en leur prodiguant d'accompagnement et le soutien financier nécessaire. Léla Asli, Zakaria Moqin-Billah et Boubker Benrabrek pour le commentaire. Soukaina et Hichem, deux jeunes entrepreneurs et deux projets prometteurs. Passionnés de commerce en ligne, Soukaina Cherrou lance sa start-up. Malgré les difficultés, le contexte de la pandémie est une aubaine. De nouveaux besoins émergent. La jeune chef d'entreprise travaille à élaborer des solutions numériques innovantes. Notre projet porte sur une application mobile. Son but est de donner aux commerçants de proximité la possibilité de vendre leurs produits sur Internet. On peut aussi faire ses courses via l'application. La livraison à domicile est effectuée en moins d'1 heure. La première année a coïncidé avec la pandémie. C'était une année test. Depuis, notre concept a fait son chemin. Autre concept novateur, celui présenté par Hichem Moter. Sa start-up propose des solutions numériques destinées aux comptables. Pourtant, les débuts n'ont pas été aisés. Hébergés au Technopark de Casablanca, ces deux start-up ont dû faire face à tout un éventail de défis. En premier lieu, la difficulté d'accès aux sources de financement. C'est un défi personnel que j'ai voulu relever. Il m'a fallu de la volonté et de la persistance pour y venir à bout. Je voudrais développer cette start-up et en faire une entreprise internationale. Comme Soukaina et Hichem, des jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, grâce au programme Força, beaucoup peuvent franchir le pas. Prévu pour début avril, le programme offre formation, financement et incubation des projets. Et pour un éclairage sur le programme Força, justement, nous sommes en direct avec professeur Younes Zarhouni. Professeur Zarhouni, bonsoir. Vous êtes professeur à la faculté des sciences juridiques et économiques de Meknès. Força, nous le disions, un programme ambitieux pour les porteurs de projets de 18 ans et plus. Plus concrètement, professeur, comment ces jeunes peuvent-ils en bénéficier? Quels critères, quelles démarches administratives et comment se fait l'accompagnement sur le terrain? Technique, financier surtout? Bonsoir. Voilà, donc je vais commencer d'abord par dire que aujourd'hui il y a un consensus donc presque mondial sur l'intérêt de l'entrepreneuriat pour le développement et la croissance économique, et aussi c'est un levier de dynamisme économique, mais aussi donc de développement social. Mais bien sûr, il faut encourager les jeunes à entreprendre. Les encourager justement à prendre le risque, et dans ce cadre-là, la volonté bien sûr donc du jeune n'est pas toujours suffisante. Donc il faut un écosystème entrepreneurial qui soit favorable, qui soit permissif, et c'est dans ce sens-là que je vois que ces programmes dédiés à l'encouragement, à la promotion de l'entrepreneuriat, ils sont intéressants, ils sont importants puisqu'ils peuvent apporter justement ce soutien cherché et recherché par nos jeunes entrepreneurs.
Et donc le gouvernement marocain, bien sûr, sous les instructions donc de Sa Majesté le Roi, dernièrement, ces 2 derniers jours, il a mis en place un nouveau programme. C'est le programme FOXA dédié à l'encouragement, à la promotion de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, ce programme, il est intéressant parce qu'il met le point sur 2 volets. Ce sont donc 2 dispositifs combinatoires. Le volet accompagnement et le volet financement. Pourquoi je trouve que ce programme il est intéressant? Parce que parmi les difficultés rencontrées aujourd'hui par les porteurs de projets, surtout nos jeunes, qui parfois manquent de moyens financiers et de soutien, d'abord c'est d'accéder au financement, mais même s'ils accèdent au financement, donc ils ont parfois des difficultés pour gérer leur entreprise, pour faire des contacts et des rencontres avec les différents partenaires, et donc ils ont besoin d'un accompagnement. Et les projets précédents, donc il y avait bien sûr beaucoup de projets dédiés à l'entrepreneuriat, mais ils ont oublié cette composante essentielle. Comment développer le réseau, le portefeuille client? Il apporte cet accompagnement. D'abord, c'est un projet. Oui. Oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Il est question aussi de développer le portefeuille client, de tisser des partenariats avec le privé, élargir son réseau, parce que c'est cela aussi qui compte. Hein. Oui. Outre l'argent, outre le soutien financier qui est tout aussi important, professeur. Bien sûr, oui, le soutien financier, il est important parce que la difficulté d'un jeune entrepreneur, c'est d'accéder au financement. Mais il faut aussi un suivi, il faut aussi un accompagnement de ce jeune entrepreneur. Et d'ailleurs, le projet Força, qu'est-ce qu'il apporte comme accompagnement? D'abord, une formation e-learning, c'est-à-dire pour l'ensemble des porteurs de projets. Donc, ils vont bénéficier d'une formation à distance pour développer leurs compétences et leurs, je dirais, qualités entrepreneuriales. Deuxièmement aussi, c'est que la possibilité que certains projets, donc ils vont bénéficier d'une incubation, ça veut dire d'un appui, je dirais donc de proximité qui va leur permettre donc de bénéficier d'un soutien au niveau du conseil, de formation, mais aussi donc de leur faciliter. Le tout pour anticiper les besoins, le tout pour anticiper les besoins du marché. Le tout pour anticiper les besoins du marché et pour réussir le lancement de son business. Professeur, les startups, l'encouragement, l'innovation, la promotion, la main tendue aux jeunes, et cela fait très longtemps que le Maroc a pris cette voie. Il mise beaucoup d'ailleurs sur cette voie et sur ces jeunes compétences. La nouvelle charte de l'investissement est en parfaite harmonie avec cet esprit-là. Comment pourrait-elle booster, redynamiser ce chantier clé, vous le disiez tout à l'heure? Voilà, donc vous parlez de charte d'investissement, donc c'est encourager les investissements, mais surtout encourager les investissements productifs, c'est-à-dire créatrices de valeur. Il faudrait justement encourager aussi l'innovation. Et c'est ça le rôle d'une charte d'investissement. C'est d'encourager l'innovation. Il y en a à travers l'innovation qu'on peut créer justement une économie compétitive. Mais il faudrait apporter justement, c'est ça l'objet de ces programmes, c'est d'apporter ce soutien à ces jeunes qui ont parfois des idées, mais qui ne bénéficient pas soit d'un appui, soit d'un accompagnement, soit ils ont du mal justement donc à trouver le financement adéquat. Et donc la charte d'investissement en elle-même, bien sûr, donc c'est un projet qui à travers un certain nombre d'exonérations et de mesures d'encouragement, oui, mais il faudrait aussi que le jeune profite, et c'est pour cela que j'ai dit au départ que je trouve que l'accompagnement au Maroc, c'est la pièce ou bien la composante essentielle et capitale pour réussir toute action et tout projet entrepreneurial. L'accompagnement, bien entendu, pendant toutes les phases, surtout celle du démarrage. Parlons chiffres à présent, professeur. Le programme se verra consacrer une enveloppe budgétaire de plus d'1 milliard de dirhams, ce qui est conséquent seulement pour cette année, l'année en cours, l'année 2020. 10 000 porteurs de projets pour commencer et de nouveaux partenariats. Votre commentaire? D'abord, je vais donner quelques données techniques du programme Força. C'est que c'est une enveloppe bien sûr budgétaire de 1,2 milliard de dirhams qui a été dédiée à ce programme, qui va toucher donc une cible de 10 000 porteurs de projets. Les personnes concernées, ce sont donc les jeunes âgés de plus de 18 ans. Tous les secteurs en fait ils sont concernés. Autre chose aussi, c'est que le plus important justement, c'est que il faut
Et là, je reviens toujours à la question de l'accompagnement parce que le taux de mortalité, il est très élevé au niveau des jeunes entreprises. Donc, il faut assurer cet appui et cet accompagnement. Le montant aussi, donc la question donc de l'appui financier, d'après bien sûr ce que le gouvernement nous a communiqué, 100 000, ça veut dire un projet, il peut bénéficier donc d'une enveloppe de 100 000 dirhams, dont une subvention qui peut aller jusqu'à 10 000 dirhams, avec un déféré de paiement de 2 ans et une durée de paiement de 10 années. Donc ce sont des conditions que je vois donc très très intéressantes, mais il faudrait aussi développer, à mon avis, une sélection sur ces projets. Ça veut dire il faut choisir des projets qui sont porteurs et qui peuvent réussir, parce que le plus important, pour que ce soit de jeunes entreprises, pour que ce soit de jeunes entreprises qui naissent justement de et qui ce soutien financier. Mais professeur, voilà. Pour que ce soit de jeunes entreprises qui naissent et qui puissent surtout résister dans un environnement, un marché très compétitif, c'est cela. Surtout dans ce contexte de Covid-19, de cette morosité qui est née, et le défi est immense pour tout le monde. Voilà, c'est là. Voilà, oui, c'est vrai. Oui, c'est la pérennité qu'il faudrait, comment dirais-je, fixer comme objectif, la pérennité de ces entreprises qu'on va créer dans le cadre, par exemple, de ce programme. Et c'est ça l'importance, à mon avis, je le répète encore une fois, justement de ce dispositif d'accompagnement et d'appui et de soutien à ces porteurs de projets, surtout après la création. Il ne faut pas les oublier une fois que l'entreprise elle est créée. Il faut continuer à les accompagner parce que c'est ça la période difficile et cruciale pour une jeune entreprise. Très bien, professeur, merci beaucoup de cet éclairage. Professeur Younes Zarhouni, je rappelle que vous êtes professeur donc à la faculté des sciences juridiques et économiques de Meknès. Covid-19 et vaccination, 34 nouveaux cas confirmés et 2 nouveaux décès déplorés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 625, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 5 lors des dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 65. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 millions, alors que plus de 6 millions de personnes ont eu 3 injections du vaccin anti-Covid-19. Les dernières chutes de neige enregistrées dans plusieurs régions du Maroc ont ravivé les espoirs des professionnels de la terre et des éleveurs. Seulement voilà, l'impact de la neige et la baisse des températures sur les arbres fruitiers n'est pas négligeable, surtout en cette période. C'est la saison de la floraison des bourgeons qui subissent de plein fouet le phénomène du gel. Ahmed Fadele avec un commentaire d'Imen Ablou. Les montagnes d'Ougmas, à 6 km d'Azrou, revêtent leur manteau blanc. Tardivement, certes, mais les dernières chutes de neige ont de quoi ravir non seulement les habitants, mais aussi les éleveurs et les agriculteurs, 2 principales activités de la province. Les habitants de la région dépendent essentiellement de l'élevage et de l'agriculture. L'actuelle campagne agricole a été lourdement impactée par la rareté et le retard des précipitations et de la neige. Nous souhaitons que les dernières pluies et chutes de neige aient de quoi rattraper les pertes. Les espoirs renaissent pour sauver une saison compromise à bien des égards. Le déficit pluviométrique et le décalage des saisons ont un impact négatif sur la filière de l'arboriculture. Comme ici, les chutes de neige enregistrées ces derniers jours ont engendré le gel des bourgeons de ces pêchers, alors que les noyaux sont en pleine floraison. Le phénomène compromet un processus déjà mis à mal par les changements climatiques. Fort heureusement, des solutions existent. Il y a des méthodes avancées comme l'installation d'un système d'aspersion d'eau pour irriguer les arbres la nuit, 1 à 2 heures avant l'aube, au moment où les températures sont à leur plus bas niveau. La deuxième méthode est plus moderne. Elle sollicite l'utilisation des tours anti-gel par l'installation d'éoliennes qui existent déjà dans plusieurs exploitations agricoles. Décidément, il va falloir composer avec la nouvelle donne dictée par les dérèglements du climat, un phénomène qui touche de plein fouet le Maroc. Le royaume est l'un des pays les plus exposés aux caprices du temps. Tardive certes, mais ces chutes de neige et ces pluies, du baume au cœur pour les éleveurs et les agriculteurs. Sur cette dernière note positive, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.